Bienvenue à Brothers to You, un podcast où on essaie d'apporter différentes perspectives. en gardant un point de vue biblique. Moi c'est Raphaël. Moi c'est Michael. Pour cet épisode, on a une invitée qui s'appelle Noémie. Elle faisait partie de notre groupe de jeunes, maintenant elle est pasteur jeunesse. Et puis, elle a étudié la théologie à l'HET Pro. Et maintenant elle nous fait l'honneur de parler avec nous sur la thématique du mentorat. Pourquoi as-tu choisi cette thématique, Noémie? Déjà bonjour Raphaël, bonjour Michael, ça me fait plaisir d'être là avec vous. Alors pourquoi j'ai choisi cette thématique? Pour moi c'est quelque chose que j'expérimente maintenant depuis 3 ans. Depuis 3 ans j'ai une mentor qui est une dame de notre église et c'est vraiment un privilège aussi pour moi de cheminer avec elle. Et en fait j'ai aussi cheminé dans toute une réflexion par rapport au mentorat puis au discipulat, puis je trouvais chouette d'aborder ce sujet ici à Brothers View. Merci beaucoup, Noémie. Et on va directement commencer avec le vif du sujet. Ça veut dire quoi, le mentor? Qu'est-ce que ça veut dire d'être un mentor, d'être une mentor? Pour moi, je le comprends comme une relation d'une personne qui a un peu plus d'expérience, de sagesse dans la vie, peut-être dans la vie de foi, avec une personne qui est en développement, qui a besoin quelque part de soutien, de redevabilité, d'accompagnement finalement. Je sais pas comment vous le comprenez. Alors je rejoins ta pensée sur ce sujet-là et je dirais aussi c'est un peu une personne de laquelle on peut apprendre des choses, apprendre des nouvelles choses et surtout avancer dans les choses où on est faible, dans le sens que ton mentor la plupart du temps est meilleur dans cette chose et va t'aider à t'améliorer et cheminer dans ce chemin comme t'as dit, Noémie. C'est des bons points. Dans mes recherches, j'ai aussi regardé qu'est-ce que ça veut dire en fait un coaching. Enfin, est-ce qu'il y a une différence entre un mentorat et puis un coaching? Alors, la définition que j'ai trouvée rapidement, c'était le mentorat, c'est une personne qui a plus d'expérience du coup qui peut amener, et le coaching c'est quelqu'un qui va juste donner un peu un guide et il n'a pas besoin d'avoir plus d'expérience. Je sais pas si vous voyez la même chose ou bien est-ce qu'un mentor doit être plus expérimenté. Moi je rajouterais la différence entre un coaching et un mentorat, c'est que le coaching la plupart du temps c'est ponctuel, c'est une fois ou 2 fois, et un mentorat c'est un suivi à long terme la plupart du temps. Je dirais peut-être normalement un mentorat c'est pendant 2, 3, 4 ans. Bien sûr ça peut être plus court, mais je pense que c'est dans la perspective de long terme. Ouais, je trouve hyper intéressant ce que t'as dit et je vois la nuance que t'y mets. Ouais, je pense que je suis d'accord avec cette définition, en tout cas je le comprends aussi un peu comme ça. Alors est-ce qu'un mentor doit être plus expérimenté? Moi je dirais que oui, dans le sens, en tout cas dans la foi chrétienne, je trouverais que c'est important si le mentor a un peu plus d'expérience pour aider la personne à aller plus loin dans sa foi, dans la prise de décision, dans la prière. Je pense qu'il faut quelque part une maturité plus élevée quelque part que la personne. Vous en pensez quoi? Alors moi je dirais aussi ça, où je me demande comment tu peux grandir dans une matière que t'as envie de grandir avec quelqu'un qui est au même niveau. Oui, c'est possible, mais si c'est supérieur, ça t'arrives plus vite à un résultat satisfaisant. Dans le sens, tu fais plus vite des grands progrès parce que la personne voit au-delà de ce que t'es en train de voir. Et je pense que un cheminement avec une personne qui est au même stade, c'est plutôt une amitié qu'un mentorat. Pas qu'un mentorat ne peut pas être une amitié, mais plutôt une relation amicale où on essaye d'avancer ensemble. Alors, du coup, c'est assez intéressant parce que du coup, on peut aussi parler de est-ce qu'on en a ou bien pas. Moi, j'en avais un, mais c'était un mentorat réciproque, on peut presque dire. Il n'était pas hyper plus expérimenté que moi, il avait d'autres challenges que moi, donc c'était voilà. Je le définissais quand même en tant que mon mentor, et il m'a aussi amené quelques clés, etc., enfin des principes. Mais déjà, j'ai cherché un mentor parce que c'était sur un questionnaire pour être équipier de prière. Est-ce que j'avais un mentor? Du coup, je me suis dit bon, je vais prendre quelqu'un. Mais c'était nickel, vraiment. J'ai trouvé quelqu'un et puis c'était cool. Après, on s'est quitté parce que lui, il a déménagé. Moi, j'ai commencé mon militaire. Voilà. Après, j'en ai plus depuis. Mais c'était quel type de personne par rapport à toi? C'était quelqu'un que t'as rencontré dans un groupe de jeunes? Est-ce que c'était quelqu'un qui avait ton âge, quelqu'un de plus âgé? En fait, c'était dans le groupe de jeunes où j'y vais plus. Ils étaient nouveaux. Ils étaient nouveaux. Puis après, il avait en fait un bras cassé ou bien juste il avait une blessure au bras. J'ai prié pour lui. Puis après,
pendant la discussion, voilà, moi j'ai juste demandé, est-ce que tu veux devenir mon mentor? Bon voilà, je cherchais quelqu'un et puis Processus incroyable. c'est devenu une magnifique amitié, je dois le dire. C'était la première fois que tu le rencontrais? Oui. Mais mais quoi? Mais comment? C'est la première fois que tu l'avais vu, puis t'as directement demandé? Ouais. Bon, alors voilà, hein, on va appeler ce podcast comment ne pas choisir son mentor au lieu de est-ce qu'il faut avoir un mentor, hein? La première personne que vous trouvez dans la rue, c'est votre mentor. Non, surtout un bras cassé, hein, ça c'est bien. Parce que il a pas un bras cassé physiquement, mais il a un bras cassé. Ah et t'as vu le jeu de mots, on l'a pas trouvé, hein. Alors pour reprendre, moi j'ai pas de mentor et j'en ai jamais eu un, pas par conviction. Je sais pas pourquoi j'en ai pas parce que j'ai jamais vu l'intérêt, mais je pense que peut-être à travers cette discussion ici à 3, ça va faire évoluer mon idée d'un mentor et comme ça, mais moi je suis plutôt dans la perspective. Actuellement j'ai pas retrouvé une personne où je me dis je vois des choses en lui qui peut me faire grandir maintenant incroyablement et qui va m'amener un pas plus loin, mais je vois plus ce côté, il y a plein de personnes que je côtoie qui ont des valeurs différentes que je veux prendre et je vais essayer de vivre une relation avec ces personnes pour qu'ils puissent me donner des clés concrètes pour cette valeur. C'est-à-dire moi je suis plutôt dans le principe, on peut apprendre de tout le monde, on peut choisir tout le monde parce que même un gamin de 5 ans peut apprendre une petite philosophie de vie dans la rue. Alors voilà. Alors, on reviendra aussi sur pourquoi ne pas en avoir un, et puis aussi comment en trouver un. C'est vrai que comment j'ai trouvé un mentor, c'était peut-être pas la meilleure façon, je le ferais pas comme ça maintenant, je dirais, mais en ce temps aussi, c'était parfait, ça allait, ça a fonctionné. Voilà. Ça ouais, fonctionnait. Je pense qu'on peut croire que le Saint-Esprit guide des choses quand même. Amen. Malgré la spontanéité. Mais pour moi, quand même, pour rebondir sur ce que tu as dit, Michael, pour moi, un mentor, c'est quelqu'un de plus spécifique avec qui tu as un échange régulier et qui a aussi quelque part un droit de regard sur ta vie. Mais pour moi, quelqu'un qui a un mentor, ça n'empêche pas que t'apprennes des leçons de vie d'autres gens et que... Enfin, tu vois, mais c'est pas comme ça que je définirais le mentorat, si tu vois ce que je veux dire. Je suis d'accord avec toi, mais moi je remarque, pendant la préparation de ce podcast, j'ai réfléchi, ok, qu'est-ce que j'ai eu qui m'a guidé ou aidé dans ma vie, dans un sens, bien sûr, j'espère être guidé par Dieu, mais qui m'a aidé d'être guidé par Dieu. J'ai quand même remarqué que j'avais toujours 2-3 personnes que je changeais après une période, dans le sens, pendant mon apprentissage, j'avais un gars où on échangeait souvent ensemble, et c'était aussi un peu plutôt un mentorat réciproque où on essayait de donner ce que nous on a à l'autre et l'autre donnait ce qu'il avait. Et maintenant, au travail où je suis, j'ai aussi des discussions avec un gars où on approfondit souvent, mais j'ai jamais vraiment officiellement demandé est-ce que tu veux être mon mentor. C'est plus dans cette période, moi j'ai trouvé quelqu'un où je peux donner quelque chose et lui il est aussi prêt à donner. Alors c'est pour moi un mentor inofficiel, mais un mentor réciproque. Puis c'est un peu dans ce style-là. Et après je sais, quand on a choisi un mentor, on peut aussi écouter d'autres philosophies et théories par d'autres gens, parce que sinon on n'apprend rien dans la vie. Tu vois, on peut pas être guidé que par une personne, je trouve. C'est important de voir d'autres aspects et de se laisser inspirer par d'autres personnes. Mais du coup, Noémie, toi t'as dit que tu en avais une. Est-ce que tu as choisi ça vraiment, enfin, c'était après réflexion, bien est-ce que quelqu'un t'a motivé? Et est-ce que tu penses que t'as pu prendre des choses aussi pendant ces 3 ans? C'est que tu n'aurais pas pu prendre sans mentorat? Est-ce que ça venait d'une réflexion? Oui. Ça faisait un petit moment, donc je revenais de mon école de disciples avec Jeunesse en Mission, et puis là-bas on avait eu des one-on-one, en fait, une personne du staff avec qui t'échangeais régulièrement. Et en fait, pour moi, ça avait été quelque chose de très, quelque part, de productif, quelque part aussi dans mon développement, dans mes réflexions et tout ça. Et en revenant en Suisse, je me suis dit, mais ce serait vraiment, je ressentais en fait ce besoin d'avoir quelqu'un avec qui je peux vraiment échanger et qui a un regard plus sage, plus mature sur ma situation. Et alors j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, qui est-ce que tu veux mettre dans ma vie? Et Dieu m'a donné un prénom.
Et puis, je suis allée voir cette dame de notre église, Corinne. Salut, si tu passes par là. Mais ouais, j'ai trouvé vraiment chouette avec tous les échanges qu'on a pu avoir. Et pour moi, c'était vraiment une période, et c'est toujours encore une période de ma vie où j'avais besoin, en fait. C'était des gros changements dans ma vie, des grosses réflexions, et j'avais besoin quelque part d'un regard externe. Donc oui, j'ai beaucoup retiré de ces temps, et beaucoup plus que si j'avais pas eu cette relation. Trop bien, Noémie. Je vois que t'as pu vraiment prendre des choses et il y a des fruits en plus. Alors, est-ce qu'il y a encore, vous voyez encore d'autres points positifs qu'on peut avoir à part justement ce regard externe, un peu plus sage? Pour moi, il y a quelque chose que je remarque beaucoup dans notre société d'aujourd'hui, c'est que on est toujours plus dans l'individualisme et en fait dans une espèce de rébellion. Et je pense qu'il y a aussi cette notion, je sais pas si vous avez déjà entendu, je pense, de self-made man. C'est un peu cette notion de je me suis fait tout seul, j'ai grandi tout seul, j'ai appris tout seul. Et je pense vraiment que si on vient à une perspective plus biblique et plus dans la volonté de Dieu, je pense vraiment que cet individualisme, c'est pas dans le plan de Dieu. Je crois vraiment que Dieu, il a créé la communauté. Et on voit dans plusieurs exemples de la Bible, mais on pourra en parler plus tard, dans plusieurs exemples de la Bible où, en fait, il y a justement ces exemples de mentorat, de communauté, et quelque part aussi de redevabilité. Et je pense que c'est une valeur qu'on peut retrouver dans la Bible et qui est, selon moi, en tout cas, de la manière dont je le comprends, ça vient de Dieu et je pense que c'est bon et juste. Ouais, je trouve hyper intéressant ce côté de self-made, je me suis fait tout seul. Et je suis en train de lire un livre de Jordan Peterson, si tu passes par là. Non, je rigole. Non. 12 Rules for Life. Et il parlait d'un point où il disait que, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un psychologue canadien, et il disait que la vie est déjà tellement aussi complexe que si on commence à retravailler toutes les choses que des gens ont déjà trouvées, découvert, ça nous prendrait trop de temps, et ça revient un peu dans ce que tu disais, dans le sens que quelquefois il y a des sagesses des gens qu'on devrait aller chercher et leur dire mais qu'est-ce que c'est la sagesse sur ça, et pas dire je vais aller essayer moi-même. Bien sûr, il y a des moments où c'est bien de se prendre le mur, mais il y a des sagesses où, quelquefois, c'est bien d'aller demander de l'aide et dire, oui, mais attends, il y a des gens, ils vivent déjà depuis des années ici, comment ils font, comment ils gèrent cette situation, et après, on peut apprendre. Et je pense que c'est quand même, pour ça, hyper important, et on le voit aussi, quand même, dans le côté, peut-être un peu plutôt, travail. Les gens qui travaillent depuis des années dans un métier, des ingénieurs, ils vont toujours t'expliquer comment ça fonctionne, et il va déjà avoir des erreurs que tu pourrais faire potentiellement parce qu'il les a déjà fait. Et puis c'est tous des éléments qui sont hyper importants, et que je pense que c'est important de les partager, parce que si on garde ce individualisme et égoïsme et on garde tout pour nous, on n'avancerait pas collectivement. Notre intelligence collective, si on peut appeler ça, avancerait pas, et on pourrait pas être de mieux en mieux et des personnes meilleures jour après jour. Alors, je pense on stagnerait, et je dirais, on voit l'évolution de l'humain, hein. C'est, je pense, avec les pensées collectives, l'intelligence collective, si ça existe ce terme, qu'on est devenu comme ça. Alors je juste un peu d'éviter de mettre un peu du contrevent à tout ce que vous dites, parce que non, c'est tout bien. Je trouve aussi il faut combattre un peu l'individualisme, etc. Mais j'ai vu aussi que certains disaient, bon, un mentorat, il y a cette co-décision, et du coup ça t'enlève cette innovation, parce que les gens vont juste dire ce que ça a fonctionné pour eux, ça va même pas fonctionner pour toi, et puis après voilà, tu vas peut-être trop te reposer sur sa décision, sur son point de vue, et pas sur la tienne. Peut-être, bien sûr, c'est externe, c'est bien, mais des fois, il y a sûrement des moments où le point de vue externe ne va pas aider, parce qu'il n'y aura pas tout le point de vue global. Alors, c'est juste pour dire un peu, c'est peut-être même des dangers que ceux qui sont mentors devraient être conscients, parce que ça, de le dire que ma solution n'est peut-être pas pour toi, ça a fonctionné pour moi, essaye. Si ça fonctionne pas, essaye quelque chose d'autre. Voilà, je pense qu'on peut un peu contrebalancer ces points négatifs en faisant un bon mentorat. Oui. On peut dire. Après, moi, je vois quand même une différence entre le mentorat séculier et le mentorat chrétien.
Parce que pour moi, dans un mentorat chrétien, t'as aussi cette question du Saint-Esprit et de Dieu et pour moi, un mentor, c'est aussi quelqu'un qui te dit, OK, bah, moi, ça, c'est mon témoignage et en fait, qui te pousse à aller et à expérimenter, en fait, avec Dieu. Mais c'est quelqu'un qui te ramène toujours plus à Dieu quand peut-être des fois tu t'es perdu ou ce genre de choses. C'est vrai que l'innovation peut être arrêtée ou perturbée. Parce que si on regarde, par exemple, si on regarde vraiment dans le côté business du mentorat, un Walt Disney qui faisait ses petites souris dans son garage, s'il aurait un mentor, il lui aurait dit non, ça va pas fonctionner, ton histoire. Et je pense que quelquefois c'est bien d'essayer, mais je pense, comme Noémie a dit, dans un monde chrétien, c'est on amène ses valeurs, on amène son conseil, puis je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est quand même crucial, c'est de dire, il amène des éléments, et après c'est quand même à la personne de décider. Moi je vois pas ça comme co-décision, mais comme décision personnelle, et que la personne va te donner des informations, elle va dire ouais mais peut-être c'est pas le bon chemin, c'est pas le bon ton, mais à la fin c'est toi qui vas choisir. Bien sûr ça t'influence, mais là aussi si tu dis oui et amen à tout ce qui va te dire ton mentor, c'est aussi un grand danger, hein. C'est un danger aussi de croire à des mauvaises choses. Et il faut quelquefois aussi contredire son mentor pour dire mais attends, t'as pensé à ça, ou tu crois vraiment à ça, dans le sens pour contrebalancer le fait que il a une autorité sur toi un peu, une influence qui est pas négligée mais qui doit pas être aussi si grande que ça. Vous avez très bien dit ça, mais du coup, comme on parle toujours plus de spiritualité, on va se baser du coup sur la Bible. Est-ce qu'il y a des personnages bibliques que vous dites, ah, moi ça c'est un mentor, ça c'était un mentor, et qu'est-ce qu'il a fait du coup? Moi j'ai juste trouvé 2 versets que vous trouvez sûrement partout pour dire, ah, un mentorat ce serait bien, ou bien on peut aussi l'interpréter comme un ami ou bien une communauté, ça on reviendra je pense. Mais juste, voilà, il y a Proverbe 27, verset 17, tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain, connu. Et puis encore, il y a Ecclésiaste 4, verset 9 à 10, qui est, il vaut mieux être 2 que tout seul, parce que 2, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proches pour le relever. Voilà. Alors, Noémie, est-ce que tu as des personnages concrets? Ou bien des versets bibliques, tu peux aussi. Ouais, alors j'ai pas mal d'exemples qui me viennent en tête. Il y a Ruth et Noémie, Paul et Timothée. D'ailleurs, Paul, pour moi, ça a été le mentor aussi de plusieurs personnes et plusieurs églises aussi, notamment. Il y a Jésus et ses disciples. Il y a aussi Élie, Élisée, Moïse et Josué. C'est vrai qu'il y a pas mal d'exemples dans la Bible qui nous donnent un peu un modèle de qu'est-ce que ça veut dire finalement un mentorat. Après, il y a toujours encore une question, est-ce qu'on peut vraiment projeter ce nom mentor sur des personnes qui n'ont même pas entendu parler de ça? Enfin, pour eux, c'était plutôt un disciple là, juste un leader qui apprend à un autre leader comment faire. Juste pour rajouter, il y a encore Mordecai avec Esther et Barnabas en fait, qui était mentor de Paul. Et puis après Paul lui-même. Paul, je pense, c'est un bon exemple comment il avait un mentor et puis comment il est devenu mentor. Mais voilà. Non, mais effectivement, Paul, c'est vrai que c'est quelqu'un, enfin, on voit, en fait, c'est expliqué quelque part dans la Bible. On voit qu'il a reçu et puis il l'a transmis plus loin. Et ça, je trouve que c'est un principe du discipulat, quelque part, de recevoir, mais pas juste de garder pour soi et de transmettre. Mais c'est vrai, comme tu dis, Raphaël, le mot mentor, c'est pas un terme utilisé dans la Bible, et c'est un terme qui est venu après. Est-ce que, pour autant, il veut dire autre chose? Moi, je le comprends à peu près de la même manière. Non, on peut sûrement trouver les principes de mentor dans la Bible. Enfin, justement, cette idée d'enseigner, d'avoir quelqu'un qui a plus d'expérience et qui transmet ça à ses disciples, on peut dire, si on veut sortir justement Jésus. Mais du coup, le but d'un mentor, c'est qu'il fasse des autres mentors? Ou bien est-ce que c'est juste le but que les autres puissent vivre le potentiel maximum? Du coup, on retombe sur l'individualisme. Pour moi, le mentorat, il est très lié au discipulat. Si ce n'est, en tout cas, moi, je le vois presque de la même manière. Donc, dans ce sens-là, moi, je le comprends que la personne qui est mentorée, quelque part, est amenée à faire d'autres, à faire d'autres disciples, faire d'autres mentors.
Je pense que c'est quelque part une transmission du savoir. Je peux lire un verset. C'est Paul qui parle à Timothée, justement, son protégé. C'est dans 2 Timothée 2, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc pour moi, il y a aussi cette dimension de transmission. Mais je sais pas comment vous le voyez. Moi, je pense que le mentorat, c'est pour ma définition, le discipulat, c'est quelque chose qu'on fait sans que l'autre sait. Plutôt, on disciple, on a une relation avec la personne, puis on essaye de donner. Et le mentorat, c'est l'autre qui vient et te dit, tu peux être mon mentor, tu vois. Le discipulat, c'est plus, moi, je vais aller chez quelqu'un, je vais dire, je vais essayer de transmettre quelque chose. Et dans l'autre sens, c'est mentor. Quand je réfléchis à ces 2 termes. Après, voilà. Le mieux, c'est de dire ça directement quand tu vois la personne la première fois. Non, mais moi, je pense que c'est pour un mentor, de 1, il doit essayer de... Ma meilleure phrase allait sortir, maintenant j'ai tout oublié. Non, le mentorat, c'est quelque chose pour atteindre le potentiel maximal de la personne, je pense. Pas que un mentor peut amener au maximum, mais c'est le but de l'amener le plus loin possible. Et puis, quand même que, je pense, dans un point de vue chrétien, que, de toute façon, le but, c'est de transmettre les valeurs et ce qu'on a appris aux autres. Quand on voit la vie de communauté, c'est ça. Pour moi, la communauté, c'est de transmettre, aider les autres et les faire avancer dans ce qu'ils font. Et pas tout garder pour soi. Moi, j'ai souvent entendu que dans une dynamique de discipulat et de, quelque part, de relation, il était bon d'avoir dans son cercle de relations une personne qui est plus âgée et plus expérimentée dans la foi, dans la vie, en tant que mentor quelque part, des pairs aussi avec qui on échange, qui sont au même niveau de vie, de foi que nous, et on discute de nos défis, on prie ensemble aussi, comme ce que tu disais, Michael, et aussi quelqu'un de qui on est le mentor, qu'on discipule aussi. Et je trouve que c'est une belle approche, en tout cas moi ça me parle beaucoup, de voir en fait, de veiller à avoir ces 3 types de relations, en tout cas dans mon entourage. C'est intéressant, mais du coup, est-ce qu'il y a une âge limite? Dans le sens, est-ce que à partir d'un certain âge, du coup, j'ai personne qui est plus âgé, qui est plus expérimenté. Est-ce que du coup, tu fais justement, tu es juste mentor, ou bien est-ce que tu peux quand même avoir un mentor? Est-ce que Corinne a une ou un mentor? Je sais que Corinne, en tout cas dans le cadre de ce qu'elle fait, le coaching et tout ça, elle-même, elle a de la supervision. Ouais. Maintenant, est-ce qu'elle a un mentor ou une mentor? Ça, je sais pas, il faudra lui demander. Parce que je me demandais je me suis dit, quand tu t'imagines un mentor, est-ce que lui, il a aussi un mentor? C'est-à-dire que, à quel moment le mentor a plus de mentor? Ah. Dans le sens que, est-ce qu'à partir du moment où t'es mentor, t'es un peu de la supervision, mais la plupart du temps, c'est plutôt, supervision, c'est plutôt par un psychologue, c'est ça, quand tu parles de supervision. Pas chez toi? Ah, ok. Non, par exemple, juste dans un métier, par exemple, un pasteur, c'est bon qu'il ait de la supervision, mais c'est pas forcément une question de... Ah. Ouais. Ouais, non, alors je pensais parce que chez nous, on vient de discuter de ça au travail, puis c'est la supervision, c'est toujours parce qu'ils disaient la supervision il nous est payé, c'est quand tu vas voir un psychologue parce que comment on travaille avec des jeunes, tu vois. Ah oui, ouais. Voilà, c'est pour ça que je pensais que c'est ça. Ouais, c'est une supervision. C'est pour ça que je me suis dit est-ce que c'est toujours un psychologue ou c'est ça peut être aussi quelqu'un d'autre, ça peut être une discussion. Mais ce que je voulais dire c'est que j'ai l'impression que à partir d'un moment que t'es mentor, le risque, c'est des fois d'oublier que tu dois aussi d'avoir quelqu'un ou d'apprendre quelque chose. Non, mais t'as l'impression, tu te sens un peu, je sais pas, moi, je sais pas si vous êtes déjà été demandé pour être mentor de quelqu'un, mais j'ai l'impression si quelqu'un me demanderait, je me sentirais, maintenant, je suis dans la ligue des grands, maintenant je dois plus être coaché, c'est moi qui coach. Non, mais tu vois, c'est l'impression d'atteindre un niveau où tu te dis, j'ai tellement développé que les gens, ils voient d'en bas à quel point j'ai avancé dans ce que je fais et que je peux les amener plus loin. Puis on oublie que non, mais nous aussi on est encore imparfait, on a des trucs à travailler, à avancer. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un danger. Pour dire que je pense que il faut essayer toujours de garder cette perspective, pas absolument d'avoir un mentor, mais de garder cette perspective. Non, on est encore imparfait, on peut apprendre d'autres. Mm-hmm. Ouais, je pense qu'on est effectivement toujours appelé à la redevabilité envers d'autres. Maintenant, je me demande à quel point est-ce que c'est aussi en lien avec une certaine maturité.
Ce que je veux dire par là, c'est que moi, si on me demande aujourd'hui, est-ce que tu peux être ma mentor? Moi, je suis dans des années de vie où je suis en pleine construction et je peux pas dire encore que je suis arrivée à la maturité et puis que j'ai tout compris. Bon, de toute façon, on continue Est-ce toujours qu'un jour d'apprendre. tu viendras sur ça, hein? Ouais, c'est ça la question aussi, tu vois. Mais c'est vrai que je pense que c'est toujours bien d'avoir quelqu'un, même si nous-mêmes on est mentors, d'avoir quelqu'un en tout cas qui a un droit de regard aussi sur notre vie et de dire ok, ben ça joue pas à ce que tu fais, ça glorifie pas Dieu, enfin, ce genre de choses. Donc un mentor dans ce cas-là ne serait plus quelqu'un qui est plus expérimenté, c'est seulement quelqu'un qui a un regard externe, qui peut un peu te critiquer, qui peut un peu te pousser vers l'avant. C'est presque on peut dire un coaching. Ouais, je sais pas si j'utiliserais ce terme de coaching, mais en tout cas une relation de redevabilité, mais peut-être que ça se traduit dans des amitiés. Mais après, on peut se demander, mais si t'arrives à un certain âge où t'as 70, 80 ans, est-ce que à ce stade-là, t'as toujours un mentor? Les gens plus âgés, plus expérimentés que toi, ils sont décédés. Enfin voilà, on se pose aussi cette question. Je sais pas si la personne doit toujours être plus âgée. Je me demande, parce que je veux dire, à partir d'un moment donné, au début, oui, je veux dire, une personne de 15 ans, je pense pas mentorer quelqu'un qui a 20 ans. C'est toute une autre perspective. Mais je pense à partir de 25, 30 ans, jusqu'à la cinquantaine, on reste un peu dans le sens où on a atteint tous les responsabilités qu'on doit atteindre. La plupart du temps, on a fini d'étudier, donc on doit payer ses factures. Mais tu vois, on joue dans la même ligue. Dans le sens, on a les mêmes problèmes, les mêmes soucis. Et après ce moment, je trouve que ça peut être aussi contre en bas, si la personne vit et est plus mature dans des choses que tu veux apprendre. Là, j'ai déjà entendu 2 fois que on devrait avoir une certaine maturité. Donc, à partir de quand est-ce qu'on peut devenir mentor? À partir de quand est-ce que quelqu'un est autorisé là d'être un mentor? Moi, sérieusement, j'aurais dit, mais tout le monde peut être mentor. Alors, pas tout le monde voudra être mentoré par toi, parce que tu as peut-être pas l'expérience que les gens vont chercher. Mais dès que tu as de l'expérience, mais tu peux mentorer tout le monde. Enfin, tout le monde. Tu peux en mentorer de toute façon. Donc, exemple très extrême mais concret. Un gamin de 10 ans pourrait demander à un gamin de 16 ans de mentorer sur justement comment vivre sa vie à l'école en tant que chrétien, je sais pas, ou chrétienne. Ouais, tout à fait. Moi, je suis aussi de cet avis que on peut être mentor à n'importe quel âge. Après, un enfant de 10 ans avec un autre enfant de à peu près du même âge, voilà, c'est encore là pour moi dans cette phase de vie, l'âge joue quand même un rôle. Je trouve à partir d'un certain moment, c'est vrai que l'âge a moins d'importance parce que oui, comme tu disais Mickaël, on est à peu près au même stade de vie, paye nos factures, voilà. Enfin, ouais, non, moi je suis assez de ton avis, Raphaël. Je pense après là, on parle peut-être pas de mentor, mais plus d'inspiration ponctuelle. Ou moi, je sombrerais plus dans du coaching, dans le sens la question mais comment est-ce que je peux vivre ma foi à l'école, c'est peut-être plus une question où tu développes un petit moment et après tu le suis peut-être un petit moment, mais c'est pas maintenant on va se voir chaque premier mercredi du mois puis on va discuter sur ça. Je pense que c'est le mentorat qui est un peu plus officiel et qui prend la forme classique, dans le sens on se voit, on prie ensemble, on discute. Ça vient plutôt après avec un âge plus élevé, parce que avant tu t'as pas ces notions, tu comprends pas, tu peux pas aussi, je veux dire, si ta mentor est à Zug et toi tu dois aller de Berne jusqu'à là-bas, puis t'as 15 ans, je sais pas si tes parents ils disent ouais va seulement, tu vois, c'est tout ce côté-là. Du coup, parlons un peu de comment trouver une personne, parce que là tu dis un mentor ou une mentor qui est l'autre bout du pays. Est-ce que c'est ça une bonne personne pour trouver? Est-ce qu'il faut est-ce que la personne doit savoir qu'elle est mentor d'une autre personne? Pendant mes recherches, j'ai trouvé des méconceptions. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faudrait pas s'attendre par rapport à un mentorat? Déjà que le mentor va te trouver. Donc c'est pas tu attends passivement. Et en plus, ce n'est pas quelque chose de passif. Donc c'est pas juste que tu reçois, tu vas aussi devoir donner la redevabilité. Et on n'a pas besoin de demander déjà au début, à la première rencontre, est-ce que tu voudrais être mon mentor? Voilà, ça c'est
Un petit conseil. Un petit conseil. Petit conseil, n'allez pas vers le premier venu qui a un bras cassé pour lui demander. Mais bon, ça peut fonctionner, hein, ça peut fonctionner. Amen. Dieu fait grâce. Alléluia. Je suis tout à fait d'accord de ce côté. On peut pas s'attendre qu'on reçoit seulement. On doit donner de sa personne, donner ou si surtout s'ouvrir et donner des informations personnelles qui sont douloureuses et tout, et se dire je le donne à la personne. C'est moins, on devient plus fragile, vulnérable, et c'est peut-être moins donné dans le sens théorique où on dit mais j'ai donné des informations, je l'ai aidé, mais plutôt donner de soi, sinon ça va pas fonctionner. Et je pense qu'on peut aussi pas attendre d'un mentorat que ça va répondre à toutes les questions qu'on a et qu'on va être après une séance une meilleure personne. Et c'est pas la personne qui va faire le travail pour toi. C'est pas en discutant avec la personne, alors comment je peux améliorer ses valeurs, elle va te dire les clés et c'est boum, c'est fait. C'est un travail qui est aussi actif et c'est toi qui dois aussi mettre en place et c'est pas le mentor qui va le faire pour toi. Ça reste quand même après très une performance personnelle dans le sens tu dois performer pour que ça avance, c'est pas. Ouais, je suis assez d'accord avec le fait qu'il faille être proactif, de vraiment aussi chercher on joue avec la langue de Molière ici. Oui. Non mais pas attendre que le mentor vienne te trouver. Je pense que ça doit être quelque chose qui est quelque part d'une décision aussi personnelle, de s'ouvrir et de laisser en fait quelqu'un cheminer avec toi, avoir un droit de regard sur ta vie. Mais ça veut aussi dire qu'il faut que tu t'ouvres aussi si tu vas avancer. Mais du coup, pour moi, ça, c'est aussi important que, au moment de choisir, que ce soit aussi quelqu'un avec qui on est à l'aise de parler. Ouais. Parce que c'est vrai que, si t'as un mentor où t'as pas forcément, les liens d'affinité, ou t'es juste pas à l'aise de parler avec cette personne, pour moi, c'est un peu contre-productif, en fait. C'est un peu, je peux pas dire une perte de temps, mais ce serait dommage. Je pense que c'est un peu pour imager ça, j'ai l'impression que c'est comme tu donnes à ton mentor tes clés de ta maison dans le sens imagé avec des clés de ton cœur. Tu te dis maintenant t'as accès. Puis il a un peu accès à tout temps parce qu'à un moment donné il peut t'écrire pour la journée il fait puis Mickaël t'as fait ça comme je t'ai dit. Puis bim ça peut faire mal tu vois. Je pense que c'est un peu ça que tu lui donnes qui est important. Mm-hmm. Mais du coup pour être plus concret, comment vous trouvez un mentor? Comment vous recherchez? Est-ce qu'il faut du coup j'ai ce problème, alors je vais chercher dans tout le monde. Du coup, le mentor, il est en Amérique, je dois voler là-bas ou bien je dois prendre un Zoom. Il y en a qui le font, hein. Mm-hmm. Il y a Vin, c'est un keynote speaker, c'est quelqu'un qui parle devant les gens. Lui, il a ce principe de dire, les 5 personnes que tu passes le plus de temps avec vont changer ta vie. C'est comme ça que tu vas devenir. Et du coup, lui, il a choisi spécifiquement des personnes qui voulaient absolument avoir, en tant que se transformer en tant que personne. Alors, il a dû faire des moves, mais badass, dans le sens, il a écrit la personne, il a offert un dîner, ça n'a pas fonctionné directement, mais il a pu quand même avoir un contact, il a des possibilités énormes, etc. Mais voilà, je sais pas, il faut du coup chercher la personne, le prochain CEO, ou bien. Je sais pas s'il faut faire ça. Moi, ce que je trouve chouette quand c'est quelqu'un qui est dans la même communauté d'église que soi, c'est que c'est quelqu'un qui te voit grandir en fait, qui te voit dans tes différents engagements, que ce soit à l'église. C'est quelqu'un qui aussi, juste au culte après l'église, qui peut te demander mais en fait comment ça va par rapport à ça. Et puis en fait t'as une relation en continu et tu peux passer plus de temps avec la personne que si c'est quelqu'un qui est dans un autre pays, par exemple. Je pense que c'est aussi bien d'avoir quelqu'un qui est peut-être proche. Tu dois pas la connaître en avance, mais je pense que ça permet, si elle te connaît depuis longtemps, comme t'as dit Noémie, elle ou lui, il a pu te voir grandir, comme comment tu t'es construit. Mais je pense que si maintenant moi je devrais choisir un mentor, c'est surtout je chercherais quelqu'un qui m'inspire dans des sujets spécifiques et aussi à quelqu'un que je veux ressembler, dans le sens que je me dis pour moi cette personne vit une vie que je pense être juste et bonne et après prendre le plus possible de cette personne. Vous voulez savoir un fun fact de un de mes critères? Attention. Plus grande que toi? Non.
pour moi, c'était important que ce soit pas la maman de fils auquel je pourrais potentiellement m'intéresser. En fait, pour moi, c'était intéressant. Enfin, c'était mieux d'avoir quelqu'un quelque part un peu de neutre. Aussi, tout d'un coup, j'ai un crush. Que je puisse vraiment parler librement sans qu'il y ait des questions d'intérêt qui rentrent en jeu. Ouais, bon, ça c'est sûr, ça c'est assez clair, mais je pense que je n'y aurais pas pensé. Parce que c'est vrai que c'est quand même un détail, mais ça peut faire la différence, parce que je veux dire, c'est après une question que tu travailles aussi avec surtout dans le côté chrétien, avec ton mentor ou ta mentor. Mais ce que je veux aussi dire, pour moi, aussi un autre critère, c'est que ce soit aussi pas une personne où il y a trop de conflits, d'intérêts. Parce que, par exemple, il y a des gens où tu connais bien les enfants, et ça peut aussi être amené dans des situations spécifiques, un peu, spéciales, où tu sais plus trop qu'est-ce que c'est le conseil ou tout ça. Puis ça peut aussi après tomber dans l'autre sens. Si maintenant le fils s'intéresse à toi, ou chez toi Noémie, mais sur son exemple, chez moi ce serait une fille, la fille de mon mentor ou de ma mentor s'intéresse à toi, t'as aussi peut-être un conflit d'intérêt où tu rentres, puis tu dis quoi à ta mentor, c'est tu dis ouais, il y a ta fille qui m'écrit tous les jours, je sais pas quoi faire. Ouais, justement, voilà, c'est d'où la réflexion pour moi en tout cas. Et je pense qu'il y a aussi d'autres conflits d'intérêt dans le sens comment t'es positionné dans une église, ou qu'est-ce que l'autre personne veut. J'arrive pas à exprimer correctement dans une idée, mais je pense qu'il y a d'autres conflits d'intérêt que on peut ressentir. Alors on va gentiment arriver à la fin, on a bien discuté, mais moi une question qui reste encore, c'est est-ce que la personne doit savoir qu'elle est mentor? Bon, enfin si c'est pas le cas, on peut argumenter du fait que voilà, on n'a pas besoin d'un mentor, mais d'une communauté. Et du coup, il y a la diversité qui rentre en jeu. Donc, mais si quelqu'un sait qu'il est mentor d'une autre personne, comme tu as dit, c'est quelqu'un qui va vraiment rentrer plusieurs fois dans ta vie et puis juste de montrer, voilà, il y a ça à nettoyer, ça à nettoyer, ça à nettoyer, ça à nettoyer, avant que tu rentres, avant qu'il y ait d'autres personnes qui viennent. Moi, je trouve cette idée de communauté, c'est surtout intéressant. Il faut quand même ne pas négliger ça. Peut-être faut en fait les deux. Et toujours encore avoir un mentor ou une mentor qui est conscient de tous les points négatifs qu'il peut avoir, justement d'avoir cette autorité, cette influence. Et puis il y a aussi d'être conscient que c'est deux vies différentes. Il y a sa vie et puis la vie que la personne qui a besoin d'aide. Mais c'est peut-être pas les mêmes clés, etc. Enfin voilà, juste récapituler et puis encore lancer une autre question. Ouais, d'où l'importance aussi de bien choisir la personne qu'on souhaite. Est-ce qu'un mentor doit savoir? Pour moi, pour l'intentionnalité, c'est quand même mieux, parce que si t'as envie de rencontrer ton mentor, je sais pas, une fois par mois, ce serait quand même mieux qu'il le sache. Juste comme ça. Ouais, pas que tu te pointes devant chez lui. Salut, je peux prendre un café? Et je pense aussi sur le côté pour qu'il y ait vraiment cette redevabilité et que lui soit le plus intentionné, pour reprendre mon analogie précédente, ce serait comme si tu prendrais tes clés et tu vas les mettre dans son tiroir, puis hop, puis il sait pas que tu les as mis dans son tiroir. Puis en pire, c'est le tiroir qu'il ouvre jamais ou une fois par année. Puis après coup, il va se dire ah mais attends, j'ai fait du mentorat avec le gars. Mais pour donner un exemple, moi on n'a jamais dit officiellement avec les personnes que je voyais ou que je prenais comme mentor inofficiellement que on est mentoré entre nous maintenant. C'est par un côté naturel que c'est passé et qu'on a cheminé dans ce sens-là. Mais je pourrais maintenant m'imaginer de dire ouais bon, est-ce que tu as envie d'aller dans un sens, on veut grandir ensemble, alors allons-y et créons plus un côté discipulaire, je dirais. Mais je pense que c'est quand même important de le dire. Et je pense que il y en a besoin des deux pour répondre aussi à cette question-là, d'un mentor et de communauté. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, Mickaël, comme toi, tu n'as jamais eu de mentor. Est-ce que ça t'a motivé d'aller chercher quelqu'un? En vrai, pendant tout le long de la discussion, j'ai pensé à la personne que je discute souvent avec moi, elle est plus âgée que moi. Et quand j'ai raconté quelque chose, elle m'a dit j'aurais trop envie qu'on parle plus de ça et que tu discutes plus de ça. Donc, j'ai l'impression que le gars, il a commencé à comprendre que j'avais peut-être besoin d'un mentor, non, besoin de discuter sur ça. Donc,
peut-être je vais lui dire, est-ce que on veut rentrer dans cette phase officielle pour officialiser si j'ai l'impression que ça avance pas. Mais, comme on se voit tous les jours au travail, on discute souvent, alors, ouais, est-ce que le terme mentorat, parce qu'après, il y a aussi toute cette question, il habite pas près de chez nous, qu'est-ce que tu fais? Si c'est 1 heure de route, est-ce que tu vas taper encore 1 heure de route? Après, tout dépend comment ma vie va continuer. Je me tape 2 heures de route ou 3 heures de route pour aller voir. Alors c'est un peu dans ce côté-là. Mais moi, je pense plutôt continuer sur ce chemin. Je garde par moment de ma vie des gens qui peuvent m'inspirer. Et si pour eux, c'est important de dire concrètement, est-ce que je suis un mentor pour toi? Pas. Et que moi, j'ai besoin des rendez-vous réguliers, je pense le faire, oui. Parce qu'il y a rien de mal, hein. En gros, il y a pas d'argument qui dit non, ce serait absolument mauvais. Tu peux toujours trouver du bien, si ce n'est qu'une discussion qui peut faire sortir des émotions, faire sortir des événements qui te travaillent, et on sait tous comment ça aide de te parler sur un sujet. Alors voilà. Et toi, tu vas au prochain groupe de jeunes pour aller chercher quelqu'un. Tu tires au pif un groupe de jeunes, puis tu vas là-bas, puis tu fais, toi, t'es mon mentor. Amen. Sérieusement, depuis que j'ai plus de mentor, et puis on en avait une fois parlé dans un camp de groupe biblique, où l'importance d'un mentorat, et puis j'étais là, je voudrais bien de nouveau en avoir, mais je voudrais quelqu'un d'assez spécifique, et c'est pour ça que je n'ai pas encore trouvé. Ce serait le but justement que j'aie quelqu'un qui puisse comprendre mes questions théologiques, surtout parce que voilà, je suis en études de théologie, je suis confronté à des théories, des idéologies différentes, et du coup que je puisse aussi venir avec chez lui, en parler, et puis pas directement le démonter parce qu'il a pas de fondement lui. Peut-être c'est bien si t'as quelqu'un qui n'est pas dans la théologie du coup. C'est possible, mais après, justement, qu'est-ce que je cherche d'un mentor? Pour moi, Oui, bah oui. j'ai l'impression que je voudrais bien discuter justement de ces problèmes-là, de mes pensées, justement, qui me prennent la tête. Et si, j'étudie la théologie, j'ai juste ça dans ma tête presque. Enfin oui, bien ça sûr. fait sens. Mais voilà. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je suis encore en train de rechercher, pas vraiment activement, parce que j'ai pas beaucoup de temps pour l'instant, ou bien je ne prends pas assez de temps, voilà. Bon, c'est encore à voir. Ouais. Noémie, est-ce que t'as encore un mot pour la fin? Bah, en tout cas, j'aimerais, encourager nos auditeurs et auditrices à réfléchir à cette question. Peut-être que c'est, quelque chose qui peut être intéressant dans la vie de foi, d'avoir quelqu'un qui chemine avec nous et qui est là pour prier pour nous déverser sa sagesse et son expérience. Donc voilà. Si je peux aussi rajouter quelque chose à ton encouragement, c'est d'accepter le fait pas d'être faible, mais pas si expérimenté que les autres, et que on doit et on peut accepter la sagesse des autres et ce que eux ils ont déjà vécu, parce que la vie est vraiment trop compliquée pour tout leur faire et tout leur apprendre. Donc je pense qu'on a vraiment le droit de puiser dans les biens des autres, bien sûr avec avec leur consentement, et puis à cheminer comme t'as dit Noémie avec quelqu'un. Ça ne doit pas toujours être la même personne, mais apprenez des autres parce que vous pouvez toujours apprendre quelque chose. Alors merci beaucoup, vous deux, merci pour la discussion Noémie, et ainsi on vous dit merci d'avoir écouté et au prochain épisode de Brothers View.